Et bienvenue déjà, merci du temps que tu m'accordes. Et Merci à toi. donc, pour te présenter, t'es préparateur physique de l'Asvel du coup, mais t'es surtout Ouais, auxerrois. Déjà, c'est pas souvent qu'on rencontre des auxerrois dans le milieu sportif. Donc c'est important à dire. ouais, c'est juste. Et du coup, t'as commencé à la JOCR, c'est ça? Je regardais ton parcours. T'as fait des trucs à la JOCR ou c'est après que tu y es retourné? C'est après, en fait. C'est Ouais. mon premier lien avec la JOCR, c'est un lien d'enfant, en fait, d'enfance, Ouais. puisque très tôt j'ai aimé le foot et à l'époque il y avait une grande équipe à Auxerre, donc c'était les matchs avec mon papa. Enfin voilà, c'était des trucs, c'est ce qui me tenait à cœur. Donc après je suis tombé dans le milieu du foot naturellement et Ouais. j'y suis retourné sur mon master 1. Je cherchais un sujet de mémoire et à l'époque, tu sais, il n'y avait pas tous ces outils, tous ces GPS, toutes ces analyses de données, etc. Et moi, ça Ouais. m'intéressait d'avoir un petit peu l'analyse de l'activité du joueur, en fait. Et Ok. donc, comme j'avais des bonnes connexions, j'ai réussi à appeler Giroud et j'ai proposé mon projet à Giroud. Je lui ai dit, voilà, j'ai choisi 4 joueurs de ton équipe et je souhaiterais en fait analyser leurs déplacements, leurs efforts sur des matchs, et après te faire un retour pour voir si la manière dont tu les entraînes, c'est pertinent, efficace et adapté. Parce que c'était pas trop fait encore à l'époque, tu vois, c'était les années 2000, c'était 2001, je crois, 2001-2002, si je me trompe Ouais. pas. Donc il y avait rien, donc c'était à base de caméra, vraiment sur un joueur, etc. On avait accès à tous les matchs, et après une analyse seconde par seconde à la vidéo. Donc j'avais un collègue qui était en Master 2, lui, donc il faisait ça pour le Master 2, donc on a travaillé tous Ok. les deux sur le joueur, et voilà, on a fait ce mémoire sur OCR. Parce que de base, t'es. Alors maintenant, t'es dans le monde du basket depuis maintenant presque 10 ans. Non, ouais, Ouais, plus hein, d'ailleurs. Mais ouais, de plus. base, tu viens d'un environnement footeux. Ou Exactement. c'était une passion? Vraiment C'est de la famille complet. ou. Ouais, mon père joue au foot, et puis voilà, je suis tombé dedans tout petit parce que évidemment, à Auxerre, c'est le sport par excellence. Euh, et puis j'ai eu des aptitudes plutôt correctes et même très bonnes à un moment donné, donc du coup tout s'est enchaîné et je suis rentré dans un process de jouer au foot tous les jours, m'entraîner, etc., quoi. C'était vraiment une partie très très importante de ma vie, quoi. Et puis ça s'est arrêté, comme ça s'arrête pour plein Et de ça s'est jeunes. arrêté parce qu'à un moment donné, il y a le très très haut niveau, il y a le bon niveau. Moi, j'étais plutôt dans le bon niveau. Et puis j'ai commencé à faire des études. Et puis quand tu commences à mêler des études avec le sport, bah, ça commence à devenir difficile. Et quand tu commences en plus à faire toi-même des entraînements, bah, tu as moins de temps pour t'entraîner toi-même. Et donc tu passes un petit peu de l'autre côté. Oui. Et puis voilà. Et la préparation, t'as fait des études de préparateur physique. Ouais. C'est l'appétence au foot qui t'a dit, Tain, j'aime bien connaître mon corps, voir comment ça fonctionne et je veux en savoir plus, ou ça vient d'encore plus longtemps? C'est des histoires de rencontres. Il y a eu une rencontre quand j'étais jeune, j'avais 15-16 ans, donc on avait quand même une équipe, donc on s'entraînait tous les jours au foot, donc on avait quand même une équipe de très bon niveau. Et à un moment donné, le club a pris quelqu'un qu'il connaissait qui était un préparateur physique. Mais cette personne-là, c'était en fait l'entraîneur national de l'équipe de France de canoë-kayak, donc a fait trois Olympiades, des médailles, etc. Et cette personne-là est venue nous faire des séances de préparation physique. Ouais. Et en fait, donc, on a commencé à aller en salle de musculation, ce qui était à l'époque déjà très très révolutionnaire dans le milieu du foot. Donc moi, gamin, j'avais 15-16 ans, tu vois, c'était nouveau. Ouais. Il a commencé à nous faire du travail intermittent, ce qu'on faisait pas. Avant, on avait beaucoup de travail continu, tu vois, on courait sur des longues distances, en forêt, etc. Donc il a changé vraiment les méthodologies et ça a attisé déjà ma curiosité à l'époque. Ouais. Et la deuxième chose, c'est une rencontre quand je commence l'université, que je décide de faire la faculté des sciences du sport de Dijon. Je connais quelqu'un qui est déjà et qui me parle d'une personne qui s'appelle Gilles Cometti, qui est à la fac de sport de Dijon et qui a une renommée internationale dans la préparation physique. Il commence à me donner des exemples dans le foot, etc. Et de la même manière, ça attise ma curiosité. Je me dis, putain, c'est quand même incroyable qu'à Dijon, il y a un mec qui rayonne autant au niveau international sur cette compétence-là. Ouais. Et donc, quand je rentre à l'université, mon premier livre que j'achète, c'est Football et musculation, qui est un des ouvrages de Gilles Cometti, et je m'intéresse à la préparation physique comme ça. Et bah, j'ai eu tout de suite ce goût et cette envie d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine, et j'ai commencé à acheter des livres très vite, regarder, discuter, rencontrer dans ce domaine de la préparation physique. Voilà, c'est ce qui m'a donné le goût. Parce qu'on peut dire que t'es un touche à tout. Parce que quand on regarde un peu ce que t'as fait de la préparation physique, mais t'as fait du coaching, t'as fait même de l'analyse vidéo. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Il y a. Bah, de par mon parcours et à un moment donné mon positionnement à l'université de Dijon,
Ouais. j'avais la possibilité de faire beaucoup de choses et d'avoir des accès à beaucoup de choses. Et comme j'étais curieux, j'avais toujours envie d'avancer, de me développer, d'être le meilleur, etc. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, effectivement. Mm. Mais c'est quand même, t'as terminé un peu sur la vision préparation physique, en gardant quand même le truc autour, parce que bah forcément, enfin, s'intéresser à plein de sujets, ça permet de le recentrer après sur ta pratique à toi. Ça s'est fait Ouais. progressivement du coup, ou ça a toujours été ton axe principal, la préparation physique, et après Non, ça t'as a rajouté toujours des été mon choses axe dessus? principal. Ça a Ouais. toujours été mon axe principal. Il y a eu deux moments où j'ai pensé bifurquer. Il y a eu un moment où je commençais à toucher à la préparation mentale. Ouais. Que j'avais mis en place avec des jeunes. J'étais accompagné par une psychologue à l'université qui m'aidait là-dedans. Ça m'intéressait et j'ai rencontré quelqu'un qui voulait me faire intégrer des staffs de haut niveau sur la préparation mentale. J'y Ouais. ai réfléchi. Après, j'ai dit c'est pas mon truc. Euh, donc j'ai abandonné. Et ensuite, il y a eu l'analyse vidéo. J'ai passé mes diplômes d'analyse vidéo et effectivement, à un moment donné, j'ai des contacts pour aller à l'AS Saint-Étienne en Ligue 1 sur l'analyse vidéo parce que j'étais sorti euh, pas major de promo, mais parmi les meilleurs, je crois, de ma structure de formation. Et Ouais. donc, ils avaient mis mes coordonnées à l'AS Saint-Étienne, ils étaient intéressés. Ça s'est pas fait. Et derrière, j'ai continué à l'utiliser comme ça, par parcimonie, en stage, etc. Mais j'ai pas été plus loin après. Parce que vraiment, voilà, mon truc, c'était vraiment la préparation physique. Clairement. Ouais. Et donc, tu t'es intéressé à d'autres sujets, au final, t'es resté sur la préparation physique. Comme tu t'es intéressé à plein de sports, au final, bon, t'es maintenant dans le basket, mais ce que je trouve super intéressant dans le travail de la préparation physique, c'est qu'en fonction des sports, il faut l'adapter, mais il y a quand même Mhm. des bases communes. Et toi, t'as fait un peu Mhm. tout. T'as fait du patinage de vitesse, t'as fait du foot, Ouais, t'as fait du hand, t'as fait du basket. ouais. Euh, c'est super vaste Mhm. comme domaine. Ouais, complètement, complètement. Et c'est toujours une difficulté parce que quand tu n'es pas de l'activité, des fois t'es pas forcément respecté, tu vois. Donc déjà il y a une manière de voir les choses. Quand tu discutes avec quelqu'un qui est hyper spécialisé dans son domaine, si tu lui dis des choses où il va te regarder, il va se dire tiens mais lui il m'a dit vraiment des grosses conneries, tu perds la crédibilité, tu vois. Un petit Donc peu. il y a cette capacité et cette réflexion à avoir, à se dire, ok, écoutez déjà les spécialistes, essayer de comprendre un petit peu leur logique, la logique interne de l'activité. Mais après, moi, j'y vois un vrai intérêt, une vraie plus-value. Je sais qu'actuellement, on est dans l'hyper-spécialisation. C'est un peu la dominante, le concept du sport actuel, où vraiment, on a des mecs qui sont hyper spécialisés dans un domaine. Je trouve que c'est assez dangereux. Ça peut être efficace, mais ça peut être assez dangereux parce qu'il y a quand même des richesses à aller trouver ailleurs, dans les autres sports, dans la manière de s'entraîner, dans la culture, dans le choix des exercices et dans l'expérience. Tu vois, quand on me parle de charge d'entraînement, qu'on me parle de surentraînement et que j'ai côtoyé des gens qui faisaient du patinage de vitesse, qui s'entraînaient 3 fois par jour sur des dominantes de travail extrêmement énergétiques et difficiles, et qui ont survécu et qui ont eu des résultats dans des Jeux Olympiques, dans des compétitions internationales. Bon, tu vois, tu places la charge de travail possible à un niveau qui est un peu plus haute que ce que tu Ouais. pourrais avoir si simplement tu t'es restreint à un sport collectif basique, on va dire. Tu vois. Ouais. Voilà. Ah oui, C'est oui. qu'un. Mais dans l'idée, c'est ça. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire que dans le patinage de vitesse, il y a plus de charge de travail que dans le basket Vraiment. où c'est un peu plus spécifique et où il y a moins d'efforts purs. Mais ça m'intéresse beaucoup ce sujet, on y reviendra sur l'hyperspécialisation parce que je sais que tu as écrit même des choses Ouais. sur ce sujet-là et ça m'intéresse beaucoup donc on va y revenir. Mais la première chose que tu disais c'est compliqué de rentrer dans le milieu. Parce que Ouais. bah, c'est vrai, quand moi j'ai fait du patinage à la patinoire comme peut-être d'autres, mais il y a des techniques. Dans quelle position tu te mets toi quand tu arrives dedans? Déjà, un, il faut que ça t'intéresse, j'imagine, mais deux, comment tu te dis, est-ce que je vais leur poser des questions? Est-ce que je vais être passif? Est-ce que je vais essayer? C'est l'approche, comment tu l'as pensé? Bah, déjà avoir du recul sur les choses et apporter une autre vision, c'est-à-dire que la vision, quand tu arrives, on prend l'exemple du basket. Si je regarde un match de basket actuel, même encore actuellement, pourtant je pense que maintenant je me suis amélioré dans mes connaissances basket, Ouais. mais je suis toujours pas évidemment un spécialiste. Mais quand je regarde un match de basket, j'ai une lecture qui est assez différente, c'est-à-dire que les coachs vont être vraiment sur des analyses pointues sur la stratégie, sur des choses, etc. Moi, je vais avoir un regard plutôt moteur, corporel, langage du corps, tu vois, qui peuvent Ouais. aussi exprimer des choses et qui peuvent apporter
un plus aussi, je pense, à l'entraîneur pour avoir quelqu'un qui a du recul, qui est pas plongé dedans. Donc ça, c'est toujours la plus-value que j'ai voulu amener. Et après, c'est observer, donc c'est passer du temps sur les entraînements, c'est observer, et puis c'est écouter, c'est voilà, tu te poses avec les gens dont c'est leur métier, dont c'est leur passion d'entraîner, et ils vont te parler. Et comme tu passes des heures et des heures dans le milieu du sport à rencontrer, à discuter, bah le fait de discuter, d'apprendre, au bout d'un moment, tu comprends la logique interne et tu Ouais. comprends quand même le point de départ de chaque entraîneur, le point de départ de la discipline, et les basiques. Ouais, t'es Surtout dans un, dans l'exécution, tu vois. ouais. Dans ton métier, t'es dans un état de veille aussi de regarder les joueurs parce que il y a différentes phases. Il y a préparer les joueurs, il y a le côté amélioration continue physique, puis il y a le côté prévention de blessures, puis s'il y a une Ouais, blessure, réhabilitation. Tout ça, ouais, c'est des disciplines au sein de ta discipline qui sont différentes ouais. et qui sont toutes importantes et intéressantes. Et il y a tellement de paramètres que enfin, c'est super, enfin, c'est individuel et super difficile à prévoir. Bien sûr. Est-ce que déjà, toi, tu as été avec des entraîneurs qui ont eu pas trop de, qui t'ont pas forcément écouté ou pas laissé travailler sur certains sujets, quand toi tu dis attention, lui il a un langage corporel un peu négatif, il faudrait peut-être un peu baisser l'intensité ou le faire jouer moins ou... Écoute, jamais. T'es toujours bien tombé. Ouais, globalement. Alors, je sais pas si c'est lié aussi à ma personnalité ou ma manière d'approcher les gens qui peut permettre de mettre la personne en face en confiance, parce que c'est surtout ça en fait. Hein, c'est que Ouais, l'entraîneur doit avoir confiance dans le préparateur physique. Après, je te dis pas que ça a été facile tout le temps. J'ai eu des expériences où ça a pris un petit peu plus de temps. ouais, Euh, euh, voilà, une expérience dans le foot au Japon où effectivement le début, bah, j'avais besoin de faire mes preuves et le début, j'étais vraiment très dans l'exécutif, tu vois. C'est le coach m'était très directif. Il me disait quoi faire, je le mettais en place et j'arrivais pas trop, si tu veux, à à arriver à faire un mettre retour. ou être vraiment dans la communication. Et puis finalement, au bout de 5-6 jours de stage, bah, ça s'apaise et tu trouves des points communs. Voilà, dans le tennis aussi, ça a été à un moment donné assez compliqué. Mm. Euh, bon, sans citer les noms, dans des relations vraiment personnelles, la manière d'appréhender la relation avec le joueur ou la joueuse, tu vois. Ouais. Des fois, tu te heurtes un peu, t'es pas du tout d'accord. Et voilà, il y a ces deux exemples-là qui me viennent en tête, mais sinon, à chaque fois, franchement, j'ai eu globalement des échanges positifs et la possibilité de me faire entendre, mais sans imposer mes choses, parce qu'au final, on est au service de l'entraîneur, c'est-à-dire que c'est lui qui est le chef du projet, donc c'est lui qui va décider, mais j'ai toujours eu la possibilité d'exposer mes idées et de présenter, pourquoi pas, un chemin de route, tu vois, Ouais. quelque chose qui puisse être suivi. Voilà, pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, so far so good. Mais du coup, tu as pu développer tes idées que tu as développées à l'université, mais un des trucs qui est intéressant chez toi aussi, c'est que tu es parti loin de la France, aller voir comment ça se faisait ailleurs. Ouais, Tu as cité le Japon, l'Afrique du Sud, il me semble aussi, tu as fait. ouais, la Tunisie, la La Suisse, c'est un Tunisie. peu moins exotique, Ouais. mais ouais. Ouais, Et bah c'était des opportunités. C'était pas une volonté de se dire ah je vais à l'étranger. C'est juste qu'à un moment donné, quand on te propose la possibilité de travailler sur, en plus c'est des courtes périodes, donc ça n'engageait rien, on va dire, sur une vie personnelle, d'aller à l'étranger et d'amener tes idées, ta manière d'être et de te confronter à des gens qui vont certainement avoir une vision extrêmement différente de la tienne et de ce que tu connais. ouais, Et bah franchement tu le fais parce que c'est super enrichissant. c'est enrichissant, c'est un gros challenge, tu te mets en difficulté. Euh, T'arrives dans des endroits où évidemment il y a une question aussi de moyens économiques, tu vois. Quand je vais en Afrique du Sud, j'arrive dans une école de sportifs de haut niveau avec des enfants qui sont tous issus des townships, donc en gros Ouais. qui ont une vie dont personne ne rêve et n'a envie, mais qui sont des enfants qui ont une envie, une soif d'apprendre, de s'entraîner. Et toi, t'arrives, ta première séance que tu fais avec ceux qui font du rugby, tu te dis je vais faire une séance de vitesse, donc tu t'amènes avec tes conceptions, l'appui, etc. Sauf que tu arrives et il y a la moitié des gamins, ils ont pas de chaussures en fait. Donc tu es là, tu te dis attends, donc toi tu viens de préparer ta séance, tu es sur terrain, tu es là, tu te dis que tu veux travailler le pied, l'appui, donc tu as ton volume de travail, de saut, etc., de course. Mais en fait, la moitié de ton équipe n'a pas de chaussures, donc tu vas mettre des contraintes supplémentaires sur le pied que tu vas. Du coup, tu réfléchis, tu t'adaptes, mais c'est des problèmes auxquels tu es en France, tu te poses pas la question, tu vois.
Ouais. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Voilà, le Japon, c'était assez enrichissant sur la discipline. Tu vois, on a cette idée de se dire, ah, les Japonais, c'est très discipliné. Putain, c'est vrai, quoi. Putain, les mecs, c'est carré. Il y a un respect de la hiérarchie que tu n'as pas en France, par exemple. Ouais. Euh, euh, voilà, moi, j'ai pas rencontré un joueur qui se permettrait de mettre en doute ce que tu dis ou de ne pas exécuter ce que tu fais, tu vois. Ouais. En France, c'est assez courant, hein. Tu es plus dans le dialogue, le management. Euh, donc voilà, à chaque fois, ça a été quand même des choses intéressantes. Ouais. Ouais, t'as fait des sports différents, on l'a dit, t'as fait des stages différents, même dans des clubs différents. Mhm. Et pour au final, parce qu'en fait, t'as fait plein de petites choses, et puis maintenant, ça fait, on le disait, presque plus de je sais pas, 12 ans, 13 ans que t'es dans le basket, à peu Bah, j'ai près, c'est commencé ça? en 2006 dans le basket. Ah ouais, donc, ah oui, et t'as terminé en 2010 à Dijon, donc ça fait quoi? Ça fait 16 ans? Ça Ouais, commence à faire. ouais. Et t'as plus changé depuis que t'es dans le basket? T'as fait que Si, basket si, depuis... Si? si, après mes 4 années à Dijon, je suis passé dans le hand et après j'ai mixé le hand et le foot. J'arrivais à faire les deux. J'avais Ok. le de hand qui était en première division et le foot, je faisais à la fois de l'entraînement sur le centre de formation parce que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur à ce moment-là, mes diplômes d'entraîneur de foot. Donc Ouais. j'entraînais pas sur le centre de formation, préformation et je faisais la rééducation des blessés à Dijon où je m'étais un peu spécialisé dans l'isocinétisme, heu et donc j'accompagnais les joueurs pros là-dessus. Et qu'est-ce qui t'a poussé à terminer dans le basket, du coup? Une chose en particulier, ou c'est juste une opportunité et t'étais bien, donc Ouais, t'es resté? j'ai toujours adoré le basket, mais à un moment donné, si tu veux, j'avais fait le tour à Dijon, je faisais trop de choses. Parce qu'il y a aussi ce danger-là. Ouais. C'est que tu Ouais. vois, c'est bien, je te dis, ouais, je fais plein de choses, je touche à tout, mais au bout d'un moment, tu t'y perds un peu. Et j'avais vraiment ce besoin d'être attaché à une équipe ou un club et être vraiment dans un projet que là-dedans, tu vois. Donc à un moment donné, j'ai cherché à quitter et à trouver une opportunité. Donc il y a eu des contacts, il y a eu des contacts dans le foot, en France, à l'étranger. Et puis à un moment donné, il y a eu cette porte qui s'est ouverte à Lasvel. Au départ, honnêtement, je n'y croyais pas parce que connaissant le basket français à l'époque, comment c'était structuré, je me dis quel est l'avenir pour un préparateur physique dans le basket français. Ouais. Franchement, il y a, il y a aucun avenir, ça va pas être enthousiasmant. Puis il y avait ce projet, il y avait Tony Parker derrière, il y avait ce projet dont on est parlé d'Euroleague, de gagner des titres, etc. Et puis il y a eu donc cette prise de risque. Et depuis effectivement, je bouge pas parce que je suis bien, parce que ça avance, parce que c'est enthousiasmant, quoi. Ouais, t'as parlé de projet, je pense que c'est super intéressant, et c'est là où un peu où je voulais en venir, c'est que t'as fait plein de choses pour au final arriver dans un projet où en plus tu t'établis, donc tu construis des choses, tu construis une routine, tu construis une culture en fait, même avec des jeunes, parce que tu travailles aussi chez les jeunes que tu prends et que tu évolues. Ouais, Et j'imagine que c'est super enrichissant à ton niveau de voir des mecs s'épanouir et puis partir clairement. ensuite et pour aller s'épanouir C'est ailleurs. ce qui m'a plu au départ sur le projet Asvel, c'est qu'il y avait la responsabilité de l'équipe professionnelle, mais aussi du centre de formation. Parce que des fois, franchement, quand tu entraînes un effectif professionnel, tu peux vite quand même, entre guillemets, t'ennuyer si tu tombes sur un groupe qui est pas très réceptif. Ouais, Tu fais pas grand-chose, t'es que dans la culture du résultat, etc. Tu vois, et il y avait cette possibilité d'avoir le centre de formation et donc de créer un projet, un développement avec des jeunes à partir de 14 ans et de les amener vers le haut niveau, tu vois. Et ça, ça ouais, m'a, ça m'a beaucoup plu, tu vois. Tu vois, donc les expériences que j'ai eues avec des jeunes quand je suis arrivé à Asvel, qui avaient 15 ans, qui étaient là, qui étaient des projets, et que tu retrouves maintenant dans le haut niveau, bah ça, c'est vraiment kiffant, hein. Ça, c'est top, ouais, hein. j'imagine. Ouais. J'imagine. Et puis sur un projet, il y a même des mecs que tu retrouves maintenant en équipe de France parce que tu es Exact. préparateur de l'équipe de France maintenant. Déjà, félicitations pour ça. C'est Et c'est un bel accomplissement parce qu'on en parlait juste avant de commencer, mais j'imagine le petit maillot, enfin le petit drapeau sur le t-shirt, le truc France, ça fait quand même, c'est un bel Ouais, ouais, aboutissement. complètement. Ça fait quelque chose. C'est une fierté, mais aussi une responsabilité. Donc ça engage encore plus d'exigences. Donc moi, ça me pousse encore à aller chercher à être meilleur dans des temps plus courts, parce que les fenêtres internationales sont courtes, les compétitions sont courtes. Ouais. Il faut être pertinent et efficace tout de suite. Ouais, c'est super difficile. C'est super difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps vraiment. Même que ce soit pour les coachs, pour les préparateurs physiques, c'est même à se demander si vraiment il y a de l'intérêt de faire ça. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Tu parlais des jeunes tout à l'heure. Et Ouais, moi, je parlais d'un de tes écrits que tu avais fait sur la diversification de l'entraînement chez les ouais, jeunes. Et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que c'est super important.
Souvent, on voit des parents qui essaient de faire réussir leurs jeunes et qui les mettent dans un sport et qui les matraquent pour qu'ils continuent et pour au final qu'ils s'arrêtent avant. Et ça arrive pas plus chez le tennis encore que dans le basket, il me semble. Euh, et moi, je suis plutôt convaincu que, au contraire, il faut toucher à plein d'autres sports parce que Ouais. tu développes d'autres motricités, des façons de faire différentes, etc. Et toi, en plus, tu l'as théorisé en réfléchissant à quel sport, en gros, chronologiquement, quel sport était mieux au départ en tant qu'enfant et ensuite à quel âge il fallait changer. Ouais. Euh, Explique-moi le processus parce que ça m'intéresse énormément ce sujet. Bah, le processus, ça part d'un. Donc j'entraînais chez les jeunes à Dijon, donc j'avais la responsabilité des 13, 14, 15 ans. Et à l'université, sur la préparation physique, j'avais un collègue qui travaille maintenant pour le centre de formation de rugby de La Rochelle, Ouais, euh, qui était un peu comme moi avec des projets, des idées et aller loin dans les choses. Et on parlait beaucoup de développement sur les jeunes. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bah, on va y réfléchir plus sérieusement tous les deux pour avancer ensemble. Voilà, on a commencé à y réfléchir. Moi, mes premiers écrits, mes premières choses qui remontent, il y a une VHS, hein, tu vois, à l'époque, ça remonte, c'est une cassette VHS que j'arrêtais pas de visionner, qui était celle de l'Ajax d'Amsterdam, qui avait été créée dans les années 90. Et l'Ajax d'Amsterdam dans le milieu du foot, à l'époque, c'est une référence en termes de formation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut parler du Barça ou autre, mais à l'époque, l'Ajax d'Amsterdam, c'était vraiment un truc de fou. Et donc sur la VHS, tu voyais donc les jeunes et le process de formation. Donc évidemment, il y avait le travail athlétique, il y avait de la pliométrie, de la coordination, tout ce que tu veux. Mais il y avait une part importante qui était donnée aux autres activités. Activités gymniques, il y avait des activités type danse pour la ouais, coordination. Il y avait le judo qui était intégré. Et déjà, ça m'avait questionné à l'époque. Et ensuite, en poussant un peu, je vais trouver un autre centre de formation qui fait ça au niveau européen, c'est Anderlecht en Belgique, qui avait ouais. aussi beaucoup de résultats sur la formation des joueurs belges. Et tu fouilles un peu, et puis tout d'un coup, bah, tu les vois en train de faire de la gym aussi, en train de faire d'autres activités. Donc ça m'a questionné. Et après, quand on a commencé à faire un petit peu une revue de bibliographie de ce qui se faisait sur les jeunes, on est tombé sur beaucoup de choses qui venaient du Canada. Et le Canada a créé, donc franchement, je ne vais pas me tromper dans les dates, mais il me semble que c'est autour de 2010, un développement à long terme de l'athlète. Parce que Ouais. sur un suivi longitudinal, ils se sont rendus compte que les athlètes qui ont été spécialisés très tôt, donc quand on parle de spécialisation, c'est le fait de pratiquer une seule activité sportive à partir de 13 ans, et une seule, Mm. pas plus. Et je ne parle pas de l'EPS à l'école, bien sûr. Je mettais de Euh, côté ce sujet. pour moi, ne compte pas, oui, qui est un autre sujet, qui pour moi ne compte pas. Et ben, ces athlètes-là étaient soumis déjà à plus de blessures, à des arrêts précoces de carrière, à des problèmes psychologiques. Quand je dis problèmes psychologiques, ça veut dire, on va pas parler de Fatigue burn-out, mentale mais du sport. voilà, de fatigue mentale et des choses comme ça. Et donc par rapport à ça, ils ont créé un modèle avec la fin de l'hyperspécialisation et l'obligation en fait de pratiquer deux, trois sports jusqu'à 16, 17 ans avant de se spécialiser pour aller vers le haut niveau. Donc tout ça relayé par des scientifiques, par des preuves liées à la croissance. Enfin, c'était vraiment très très bien étayé, très très bien présenté. Donc on a commencé à bosser là-dessus et après je me suis dit, bah, moi actuellement je suis dans le foot, je veux créer, je veux créer quelque chose sur le jeune footballeur. Donc je me suis calé sur leur modèle et j'ai commencé à réfléchir aux activités qui seraient vraiment transversales pour le joueur de foot et importantes. Et je les ai représentés avec un arc-en-ciel, parce que je trouvais que l'arc-en-ciel, ça rappelle un peu l'enfance. Quand on est enfant et qu'on voit un arc-en-ciel, on est heureux. Mm. Donc je suis passé là-dessus et j'ai créé ce modèle-là que j'ai présenté au centre de formation de Dijon juste avant mon départ, en disant, voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. On s'entraîne tous les jours avec des gamins de 13-14 ans qui sont dans le très haut niveau, qui sont sport-études, qui veulent intégrer un centre de formation, qui veulent devenir professionnels. Si on a 5 entraînements hebdomadaires, j'aimerais que un entraînement dans la semaine soit consacré sur un cycle d'un mois, par exemple, à une autre activité. La Ouais. gym, l'athlé, voilà. Il y avait plusieurs idées en fonction de la période et tout ça en lien avec le moment où le joueur se rapproche de son pic de croissance ou est éloigné de son pic de croissance. Voilà, Mais c'était un petit peu. c'est super intéressant parce que moi je sais que j'ai fait comme ça personnellement. Moi, j'ai fait du judo quand j'étais petit d'abord et je trouve que ça m'a, tu vois, au niveau des valeurs, de respect, c'est super intéressant à développer
chez les petits, quoi. Puis ensuite, Bon. moi, j'ai pas fait trop de gymnastique parce que j'étais vraiment souple comme un piqué, mais bon, peut-être que ça m'aurait au contraire aidé sur d'autres choses. Et je parle souvent d'un boxeur, Vassili Lomachenko, qui est un des meilleurs boxeurs du monde. Et son père, il a foutu la danse classique, Mhm. tout petit. Et tu le vois dans sa façon de bouger, je trouve. Il a un truc à part, ce gars-là, et il bouge avec ça. Et tu te dis, mais c'est pas une coïncidence, quoi. C'est des Non, non, habiletés que tu développes exactement. étant jeune. Exactement, exactement. Aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs américains qui sont très très forts dans le basket sur les changements de direction, mais quand tu creuses un petit peu, ce sont des mecs qui ont fait du foot américain, qui ont fait du foot US dans leur cursus. Et quand Ouais. ils en ont fait, c'est encore une fois, je reviens, c'est pas l'EPS, c'est pas 1 heure par semaine, c'est-à-dire qu'ils en ont fait pendant 1 an, des fois 2 ans, avec des vrais cycles d'entraînement. Donc les mecs, le changement de direction, c'est quelque chose qui est en eux. Donc ils ont cette faculté, cette capacité. Donc Ouais, tu parlais des Canadiens dans les années 2010 qui avaient fait ça, mais en fait, tu te rends compte que même les Américains, dans leur façon dont ils sont structurés, exactement, où il y a des stars qui ils font du baseball, du football américain, du basket, tout à et ils fait. développent des qualités, et après, ils choisissent par rapport à leurs appétences. Exactement, C'est tout su- à fait. c'est super intéressant. Mais par Ouais. contre, est-ce que tu penses qu'il y a des sports qui sont pas cohérents l'un avec l'autre? Je te prends un exemple parce que j'ai rencontré une escrimeuse espagnole il y a pas longtemps d'ailleurs que je salue, qui me disait que elle s'était mise à faire du vélo Ouais. pour se déplacer, et puis que en plus elle s'est dit bah c'est parfait parce que moi j'ai besoin d'être explosive, et puis du coup je vais développer mes cuisses, et puis bah au bout de un mois elle avait pris 4 kilos de muscles, Mhm. et elle avait perdu en explosivité et elle était moins forte dans son sport, et elle a arrêté, et en un mois tout était revenu. Donc est-ce Ouais. que tu penses qu'il y a aussi des sports, enfin j'imagine que oui, mais lesquels qui sont pas compatibles? Alors, lesquels, franchement, je n'y ai jamais réfléchi, mais c'est une certitude. C'est-à-dire que demain, tu me demandes de mettre en lien un sport, un cursus de formation et des activités complémentaires. Ça, je sais le faire. Mais Ouais, après, j'ai pas encore la réflexion et j'ai pas poussé à te dire, par exemple, celui-là, il faut absolument pas le faire avec cette activité. Tu vois, ouais. ça, en toute honnêteté, j'ai pas, mais c'est évident que ça existe et que si on réfléchit bien, l'exemple que tu donnes est assez concret, c'est sûr que ça existe. Et tu penses qu'il y a des sports qui sont compatibles avec tous, avec tous les autres? Euh, je pense, je trouve que les activités gymniques, tu vois, sont extrêmement intéressantes pour tout ce qui va être gainage, travail d'explosivité, de réception, Ouais. euh, souplesse, tu vois. C'est quand même des choses qui sont intéressantes. Tu vois, j'aime bien. On parle souvent de proprioception, d'équilibre. Tu vois, le travail sur la poutre. Ben, il est essentiel. Le travail du trampoline sur un travail d'impulsion et de gainage et de repère dans l'espace quand tu es en l'air, c'est quand même hyper intéressant. Après, évidemment, tu as l'athlétisme quand même, qui Ouais. à partir du moment où tu es un sport où tu dois avoir une motricité de déplacement, même si comme dans le basket, tu es sur des accélérations et non des sprints, donc des petites distances. Voilà, l'éveil du travail du pied, de l'engagement de la hanche, enfin, c'est clé, quoi. C'est quelque chose qui est, à mon avis, qui est clé. Donc ça, ce sont par exemple 2 activités qui devraient être centrales, quoi. Moi, c'est un truc que je regrette petit, mais bon, en même temps, c'est impossible, tu vois. C'est que je sens qu'aujourd'hui, j'ai une mauvaise posture dans la marche et dans la course. Et j'ai appris après qu'il y avait des façons de poser le pied, de travailler. Et je me dis, c'est dommage, tu vois. J'aurais bien aimé petit qu'on m'enseigne ça, qu'on m'apprenne ça. Alors, ça peut-être le rôle de l'EPS, mais en même temps, en primaire, il n'y en a pas forcément. Donc, je pense que c'est plus petit que ça s'attaque. J'aurais bien aimé, tu vois, avoir eu cette sensibilisation. Parce que je pense que la posture, après, tu la traînes toute ta vie, hein, que ce soit dans le sport pro ou ailleurs. Donc, Et puis quand tu fait ton apprentissage moteur pour tuer cet apprentissage moteur et repartir sur un autre, c'est énormément de travail. ouais, Donc, bah, c'est dans le mouvement, même dans le tir, par exemple, au basket, on sait quand tu prends des mauvaises habitudes au départ. Après, pour changer, c'est ton corps, le cerveau, il est implacable pour ça. complètement, Ouais, c'est complètement. super dur. C'est super dur. Mais dans l'entraînement de basket, du coup, euh, c'est un sport qui est vachement intéressant pour ça parce qu'il y a le côté cardio, mais il y a le côté aussi explosivité. Ouais. Comment tu travailles avec les gars? Est-ce que c'est vraiment individuel où tu essaies de développer certaines habiletés par rapport à d'autres, où tu essaies de globaliser un petit peu l'approche à tous? Alors dans mon travail, il y a une approche globale, c'est-à-dire que je crée un plan, on va dire, collectif d'entraînement. Ouais,
intègre les entraînements collectifs, donc les plages de travail, les plages de repos. Aujourd'hui, avec les GPS, j'arrive à, si tu veux, à déterminer quels sont les exercices qui vont solliciter plus les qualités de vitesse, de changement de direction ou de verticalité chez les joueurs, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est des recueils de données. Derrière, c'est des petits, donc ça, c'est des messages que je peux faire passer au coach où je lui dis, bah voilà, là, j'aimerais bien, si c'est possible, avoir un peu de vitesse dans l'entraînement. Donc lui, il peut intégrer un drill sur 15 minutes où il sait qu'on va solliciter cette qualité-là, tu vois, par exemple. Donc Ouais. ça, c'est la partie globale. Tu as toutes les parties d'échauffement qui sont aussi des parties collectives et communes, où là, il y a tout ce travail athlétique que j'aime bien faire dans les échauffements parce que déjà intéressant dans la préparation de ce que tu vas faire et aussi intéressant sur le long terme, sur l'aspect moteur, coordination, utilisation du pied. Enfin, l'échauffement, pour moi, ça peut être vraiment une vraie période de travail. Ouais. Donc il y a ça. Et après, toute la partie derrière qui est hors entraînement, elle est complètement individualisée. Donc les séances de renforcement, de musculation, les séances en plus de course s'il y a besoin, de travail de pliométrie, etc., c'est complètement individualisé. Voilà, donc ça va dépendre du profil, de l'âge, de la période dans l'année, du temps de jeu, de là où le joueur se situe en ce moment dans l'équipe. Est-ce qu'il est le 12e, 13e joueur qui joue jamais, donc c'est peut-être le moment de travailler un petit peu plus avec lui. Voilà, ça va prendre un petit peu tout ça en considération pour établir un plan plus individuel. Est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels tu essaies de mettre en place des choses parce que tu penses que c'est important pour eux dans leur développement et qui sont totalement réfractaires à ce type Ah ouais, d'entraînement? bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive régulièrement. T'as des joueurs, ils n'ont pas. De toute façon, moi, ma première approche quand un joueur arrive, alors je prends beaucoup de renseignements autour de moi, parce que je commence à connaître beaucoup de monde en Europe, même aux États-Unis. Donc, j'essaie d'avoir des informations sur le joueur, sur ce qu'il a l'habitude de faire, sur ce qu'il aime faire. Après, je pose les mêmes questions au joueur. J'essaie de voir s'il a cette culture du. Quand je dis la culture du travail, c'est dans mon domaine, hein, parce que tu as des joueurs qui sont de gros travailleurs au niveau du basket, mais qui délaissent la préparation physique parce que ça leur plaît Ouais, pas, ils aiment pas, etc. Donc j'aime bien savoir si déjà ils ont une culture du travail sur la préparation physique, parce que tu peux pas passer de rien à tout ou de ouais, tout à rien. Donc faut t'adapter un petit peu à ce que le joueur faisait avant. Et effectivement, t'as des joueurs qui n'ont pas cette culture du travail, qui l'ont jamais eu, qui n'aiment pas ça. Donc quand ils arrivent et que toi tu détermines qu'il y a des besoins qui sont minimums pour durer déjà et pour mieux performer. Et puis nous aujourd'hui, on a des saisons à 85 matchs avec l'Euroleague, donc si tu travailles pas sur ton corps, c'est impossible de tenir. C'est impossible. Déjà, en ouais, travaillant sur ton corps, c'est très compliqué. Donc c'est impossible. Donc si le joueur il t'arrive pas à l'accrocher, alors c'est des combats, hein, c'est de la persuasion, c'est des discours, c'est des exemples, c'est des discussions, c'est de l'affectif, mais des fois, t'y arrives pas. T'arrives, t'es en échec avec le joueur. Mais vraiment en échec. ouais. Ça t'est déjà arrivé du coup, t'as déjà et quand c'est comme ça, t'abandonnes du coup, tu fais quoi? Tu le laisses faire ce qu'il veut? Ouais, au bout d'un moment, tu abandonnes. Après, en plus, il y a deux choses. C'est si t'es en échec, toi, dans ton domaine avec le joueur, mais que le joueur performe, tu vois, C'est bah, difficile de franchement, lui dire, ouais. exactement. Et puis aujourd'hui, ça veut dire que bon, bah, c'est bien, il est dans la bonne direction, tu restes un petit peu quand même prudent et tout, tu essaies de voir si tu peux quand même de temps en temps l'aider, parce que toi, tu es persuadé qu'en l'aidant un petit peu plus, ça peut durer un peu plus longtemps ou ça peut être encore un peu mieux, mais il performe. Donc tout va bien. Mais quand il n'y arrive pas et que le joueur ne performe pas non plus, c'est là que c'est difficile. Ouais. Parce que tu es face à un mur, que tu as une problématique, que tu essayes de résoudre, mais que tu peux pas parce que le mec veut pas s'engager dans ce que tu lui proposes, quoi. Et généralement, le joueur, bah, il satisfait personne en fait, hein. Donc au bout d'un moment, il s'en va, il fait, quoi. Tu vois, Ce genre de cas, c'est des cas extrêmes et souvent, ouais, si ça marche pas dans ce sens-là, dans le projet, bah, il vaut mieux les sortir du projet, quoi. C'est pas juste avec toi, c'est au global. ouais, complètement, complètement. Ouais, je comprends. Et donc dans l'entraînement spécifique, tu parlais tout à l'heure des saisons qui sont maintenant à rallonge, pour pas dire autre chose. Ouais. Forcément, c'est une partie intégrante de ton travail, la partie bah, prévention des blessures. Vous avez eu pas mal de blessures cette année, mais qui sont un peu inhérentes, je pense, au calendrier aussi. Comment tu gères ça avec un joueur où, bon, bah, t'as beau faire du travail, parfois il se pète, c'est frustrant pour lui, frustrant pour tout le monde. Ouais. Il y a une Bah, partie psychologique, j'imagine.
La blessure, tu es toujours borderline de toute façon. Après, il faut savoir l'analyser, tu vois. Par rapport au cas de cette année, on est, je crois, sur 5 ou 6 fractures osseuses. Ouais. On a eu deux doigts, une main, là encore une main. Là, tu peux pas faire grand-chose. Voilà, tu te dis, bon, c'est compliqué quand arrives à avoir, on en a eu, hein, t'as une blessure musculaire, etc. Ok, là, t'as un peu plus de logique sur pourquoi elle est intervenue, etc. Qu'est-ce que Ouais. t'as manqué, qu'est-ce que le joueur a manqué. Ok, mais là, puis c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que parce que tu pars avec un groupe, tu commences avec des problématiques de fractures osseuses, etc. Donc tu peux difficilement contrôler sur des longues durées. Donc ton groupe est réduit. Donc ta notion de management de la charge, elle est complètement changée parce que le moment où tu vas dire à ton entraîneur, écoute là sur ce match-là, lui, il faut le cutter, il faut qu'il ait un travail spécifique pour revenir dans 2 3 jours un peu mieux parce que là on est vraiment borderline. Tu peux pas parce qu'en fait tu as besoin de tout le monde, donc du coup c'est un cercle vicieux. Ouais, il y a la Voilà. culture du résultat où il faut gagner et donc Ce qui est évident, c'est logique. Ce ouais. qui est logique. Et le plus compliqué en plus, c'est que là, vraiment, c'est la première année où on a des vraiment longues durées, tu vois, avec la fracture de la main de Ouais. David. On a eu 3 mois, on a eu une hernie discale au début, dès l'arrivée du joueur, donc on est sur un délai de 6 mois. On a eu une fracture de l'omoplate avec un délai d'1 mois et demi. C'est des durées très très longues, tu vois. Et du coup, quand tu reviens de ces durées très très longues, t'as besoin de temps, de planification sur le long terme. Mais la problématique, c'est que quand ton joueur est bien et que tu le remets, bah en fait tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues. Et en fait, c'est tout de suite dans la répétition des matchs. Donc t'as pas non plus cette possibilité de prendre ton temps, de remettre le mec step by step parce qu'il a manqué 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, tu vois. Donc c'est vraiment un cercle infernal. Quand t'as une blessure de 10 jours, tu vois, une toute petite lésion musculaire d'un stade 1, une petite entorse de cheville. Franchement, c'est pas très grave. Alors oui, bah, comme on joue 4 matchs par semaine, il va rater 4 matchs, donc on a cette problématique-là. Mais en tout cas, sur le retour, tu vois, il a raté 10 jours, donc il n'y a pas un déconditionnement complet, tu vois. Mais Ouais. quand tu es sur des durées de 3 mois et que derrière tu repars dans le tourbillon de 4 matchs semaine, c'est Ouais. c'est c'est là que c'est difficile. Parce que tu perds de la qualité de muscle au bout super rapidement en fait quand tu fais pas de sport. Donc je Rapidement. crois que c'est trois jours ou 3 ou 4 jours au bout d'un moment où tu commences Ouais, à perdre. 10 jours, bon ça va. Quand il faut reconstruire, parce qu'en plus enfin faut reconstruire tout en étant en parallèle de la blessure pour que quand il arrive, il soit pas bien, il soit à un niveau optimum pour pouvoir enchaîner re 4 matchs par semaine. Enfin ça doit c'est être des exactement, casse-têtes. c'est exactement ça. Ouais, c'est un vrai casse-tête. Alors tu joues sur les délais, tu joues sur des stratégies, tu, tu réintègres des mecs, mais tu mets un temps de jeu limité au coach. Enfin, tu vois, c'est pas confortable, c'est des discussions, c'est du management, mais t'es obligé parce que sinon, si tu vas trop vite, trop loin, tu repars, quoi. Toi, tu as suivi en plus cette évolution avec l'Asvel, où au début, quand tu es arrivé, c'était un match par semaine, voire peut-être deux. Ouais, on avait 2 matchs Et semaine avec la Côte ouais, c'est, mais mais c'est à passé à voir. 4. T'as vraiment vu l'évolution tant dans l'impact au niveau des joueurs que même au niveau mental? Aujourd'hui, c'est pas le même métier, hein. Franchement, hein, Ah ouais? non, c'est pas le même métier. Tu fais préparateur physique d'un club qui joue même la Coupe d'Europe à 2 matchs semaine et préparateur physique avec le rythme Euroleague, c'est absolument pas le même métier. Ça n'a strictement rien à voir dans ton organisation, dans ta réflexion. Ça n'a rien à voir. C'est un monde différent. Et c'est aussi intéressant, c'est différent, il y a un truc que tu préfères ou Bah, le fait de plus jouer, ça te permet toi de moins t'exprimer dans tu la préparation des joueurs? différemment, voilà, tu cherches à trouver des fenêtres de travail. T'en es là, tu vois, parce qu'en match, repos, enfin repos, match, jour d'entraînement, match, jour d'entraînement, et ça sans les déplacements, où en plus on perd beaucoup de temps dans les déplacements. Donc ce qui veut dire tes fenêtres de travail, parce qu'il faut travailler, parce que moi, ma plus grosse problématique quand on a commencé avec l'Euroleague, tout le monde me parlait au club de récupération. Oh là là, la récupération, comment tu penses qu'on va faire? Il faut qu'on récupère, la récupération, la récupération. Mais moi, en fait, ce qui m'inquiétait, c'était pas la récupération. La récupération, finalement, on sait comment faire, c'est assez simple, entre guillemets, d'essayer de mettre les choses en place. Mais c'est Ouais. l'entraînement. Que tu n'as plus de temps pour t'entraîner, tu te désentraînes,
Tu ne fais que jouer et au bout d'un moment, tu as tes qualités de force musculaire qui ont diminué, en plus de la fatigue, des voyages, et c'est là que la blessure intervient ou c'est là que la contre-performance intervient. Et donc, il faut trouver des moments pour travailler. Donc, c'est pour ça que tu peux avoir des fenêtres, souvent dans les hôtels où on se déplace. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'essaye, entre guillemets, d'imposer ou demander à ce que les hôtels où on va, on ait une salle de musculation qui me permette de travailler. C'est des séquences qui peuvent se passer le jour de match, après le match. C'est des séances de récupération qui sont en fait des séances de travail, tu vois, de renforcement ou autre, pour avoir toujours Ouais. cette continuité et d'entretenir les qualités basiques nécessaires. Ouais, c'est un grand stéréotype et cliché qu'on a dans le sport professionnel. On a l'impression, alors bien sûr, c'est important de récupérer parce que ça use aussi. On en parle peut-être pas assez même, mais parce que nous, moi, j'allume ma télé, je vous vois au CSKA, j'allume ma télé, je vous vois Mm. à Istanbul après avoir éteint la télé et rallumé, mais ça demande il y a le décalage horaire, il y a le trajet, bon, c'est C'est usant. Mais il y a aussi toute une partie d'entraînement et c'est la de plus importante. Et la d'éviter la blessure. récupération, en plus, aujourd'hui, franchement, il faut pas se mentir, les deux clés de la récupération, c'est ton sommeil et la manière dont tu manges. Ce n'est que ça. Si tu fais que ça et que même tu zappes toute la partie qu'on connaît, la récupération active, le massage, le stretch, la cryothérapie, tout ce que tu veux, ça, c'est 10% ou 15% de ta récupération. La clé, c'est le sommeil et la manière dont tu te nourris. Et ça, tu l'as pas entre les mains. Tu l'as de temps Ouais. en temps. On essaie d'organiser des voyages pour avoir des plages de repos ou de sieste ou de coucher, de matinée normale où tu peux dormir, toi, où tu peux récupérer. On essaie d'organiser évidemment des repas à des moments, de supplémenter les joueurs après les matchs immédiatement. Enfin voilà, on fait un effort Ouais. ici. On fait un effort d'éducation sur les joueurs avec beaucoup de discussions, des questionnaires, etc. pour connaître un peu leurs modalités d'endormissement ou de sommeil pour les aider ou essayer de leur dire que c'est important de prendre le temps de faire la sieste et que c'est pas juste j'ai le temps je fais la sieste, c'est non, prendre le temps, ça fait partie de l'entraînement de faire une sieste, tu vois. Ouais. Au final, c'est quelque chose que tu n'as pas entre les mains, c'est le joueur lui-même qui l'a en fait. Ouais. T'as un rôle, Donc, toi, dans ça? De discuter avec eux, de leur apprendre des dis-moi. choses de la nutrition, mais la nutrition, je pense que c'est plus facile, entre guillemets, mais sur le sommeil, par exemple, t'as des Ouais. discussions avec eux sur ça? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est tout à fait. C'est un domaine qui m'intéresse et depuis qu'on a commencé justement avec l'Euroleague, en fait, je me suis aperçu qu'on accumulait des dettes de sommeil. En fait, ce n'est Ouais. que ça. Parce que tu te couches tard avec les matchs et en fait le lendemain soit tu te lèves très tôt pour un déplacement, soit tu te relèves pour t'entraîner et tu renchaînes et t'es que dans des couchers comme ça. Donc j'ai écouté pas mal de podcasts d'experts canadiens, français sur le sommeil et du coup j'ai accumulé quelques connaissances, quelques trucs et astuces et j'essaye simplement de discuter avec les joueurs pour leur donner, pour voir s'ils peuvent les adapter ou pour voir si déjà ce qu'ils font c'est pertinent. Tu vois, parce que tu as des joueurs déjà ils arrivent et ce qu'ils font c'est extrêmement pertinent, tu vois. Donc t'as pas besoin de les aider, quoi. Et comment tu ouvres la discussion avec eux sur ces sujets-là? Tu vas leur demander quoi, comment ça va en ce moment, tu dors bien, ou c'est parce que tu les vois fatigués, donc tu vas aborder le sujet? Non, c'est des discussions en fait comme moi j'aime bien prendre le temps avec les joueurs, de discuter de tout, de la vie, la famille, le truc, et puis de pousser assez loin dans les questions un petit peu. C'est pas de l'intimité, mais sur la manière de se nourrir, la manière de dormir. Au préalable de ça, on peut faire des questionnaires, tu vois. Je travaille avec un logiciel avec des questions, donc le mec répond, Ouais. j'ai bien dormi, mal dormi. Et au bout d'un moment, si au bout d'un mois et demi, le mec te dit tout le temps, je dors mal, je dors mal, je dors mal, bon bah voilà, tu te dis, tu vas le voir, tu te dis pourquoi tu me dis que tu dors mal, tu vois. Et puis là, il va t'expliquer, bah j'ai des problèmes d'endormissement, je m'endors pas avant 3 heures, et le matin j'ai des gamins qui se réveillent à 7 heures, je suis fracassé, tu vois. Enfin voilà, t'as Ouais. des trucs comme ça, donc du coup tu essaies de discuter avec lui pour voir, ok, est-ce que ta femme peut pas prendre le relais ici pour t'aider à t'endormir plus tôt, ou est-ce que voilà, est-ce que tu passes trop de temps sur les écrans, ton environnement est-il confortable pour dormir, enfin voilà, c'est des choses comme ça. Tu parlais tout à l'heure que tu t'étais lancé sur la préparation mentale avec Saint-Étienne, je crois, il me semble, et puis au final, t'avais décidé que c'était pas ton truc, mais en fait, ça fait partie, parce que la préparation physique et le bien-être d'un joueur, t'as toute la partie physique, mais tu t'en parlais, le sommeil, nutrition, de comment ils sont dans leur état, tout ça, c'est Bien sûr, un bien sûr, état global. On complètement. parlait d'état de veille tout à l'heure, pour toi, c'est super important d'avoir cette relation-là. Je pourrais pas le chiffrer, mais le mental, je sais pas, c'est 60 à 70% de ton investissement physique. En gros, il y a des fois, on fait des matchs, on sort du match et tu vois, les coachs me disent, ouais, putain, aujourd'hui, on était pas bien physiquement, on n'avait pas d'énergie. Bon, ok.
Et bizarrement, 2 jours après, alors que les mecs sont censés être encore plus cramés parce que tu as voyagé, parce que tu es fatigué, on fait un match et tu as une énergie incroyable. Alors Ouais. qu'il n'y a pas de raison valable, c'est impossible que les mecs soient plus frais que là, tu vois. Et au Ouais. final, je pense il y a une vraie importance il y a la dynamique individuelle, tu vois, l'aspect motivationnel, etc. Mais il y a un aspect aussi dynamique de groupe, où de temps en temps, tu sais que les mecs, tu les sens, ils sont là, ils sont connectés, ils sont ensemble, ils ont compris l'importance du match et tu sais qu'ils vont donner de l'énergie, ils vont s'engager. Parce que l'engagement que tu mets, il vient de la tête, tu vois. T'as beau avoir les jambes, si Ouais. t'as pas envie de t'engager, tu t'engages pas. Et tu donnes une impression de quelqu'un de fatigué ou sans rythme, alors que finalement tu l'es peut-être pas. Et inversement, il y a des moments, je sais, où on était très fatigué, et j'ai plein de matchs listés où je sais que là, on était vraiment dans le dur physiquement, et tout le monde m'a dit, ouah, physiquement, on était bien. Ouais, non, non, on était juste mort. Mais les mecs, mentalement, ils se sont investis beaucoup plus et dans l'engagement, ils ont été chercher des trucs vraiment très très forts, quoi. C'est compliqué à justifier, à expliquer pourquoi ce match-là, il y a eu une énergie, commune, on n'a pas les Complètement, on n'a pas les complètement, explications. complètement. Et toi, dans ton métier, ouais, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, je disais, c'est la beauté du sport, tu vois, c'est que t'as pas de Ouais. vérité et du coup, t'as des choses qui te surprennent. Alors, des fois dans le mauvais sens, et des fois dans le bon sens, tu vois, voilà. Inexplicable. Ouais. Ouais. Dans ton métier, donc t'as tous ces éléments dont on a parlé déjà. Moi, il y a une question que je me pose parfois, tu vois, sur des gens comme toi qui touchent à tout et qui doivent avoir une conscience omnisciente, en fait, de tous les éléments qui entourent. C'est que, bon, dans ce que tu leur retransmets aux joueurs, c'est en fonction de ce que tu vois, mais dans toi, comment tu te nourris tous les jours d'aller chercher des nouveaux concepts, est-ce que c'est par phase ou un moment où tu penses plus à la récupération, donc tu vas lire plus des trucs sur la récupération, et à un moment tu disais j'ai eu du sommeil, donc j'ai plus lu et écouté des choses sur le sommeil. Comment tu arrives à toi te répartir sur... Il y a tellement de domaines de compétences que tu dois avoir qu'il faut que tu Ouais. cherches un peu partout tout le temps. Ouais, complètement. Bah, ouais, t'as raison. En gros, c'est comme toi, ça fait penser des fois un peu je regarde la série Doctor House, tu vois, il a des problèmes où tu te dis, putain, c'est comment je vais résoudre ce problème, tu vois. Bah Ouais, là, c'est la même chose. T'as des problématiques qui sont créées. Donc il y en a certaines, tu te dis, bah j'ai les bases et j'ai les compétences pour le créer. Il y a des fois, tu te dis, putain, peut-être qu'il me manque quelque chose, tu vois. Donc tu vas ouais, chercher. Donc sur le sommeil, tu vois, j'ai avancé, je suis pas expert du sommeil, donc j'ai cherché beaucoup sur le sommeil. Après, c'est des problématiques qui se sont données, tu vois. Là, par exemple, en ce moment, on est en galère avec un cartilage de genou, tu vois. Donc, tu te dis comment je peux trouver une astuce pour arriver à bidouiller des exercices, des situations, pour arriver à renforcer un mec sur son cartilage alors qu'il doit jouer tous les 2 jours et que j'aurais besoin d'un mois et demi de travail, tu vois. Et des ouais, exercices qui sont pas douloureux. Ah, donc tu cherches des idées, ça peut être des outils, ça peut être des outils, tu vois, comme le BFR ou des choses comme ça. Mais voilà, tu t'informes, tu cherches. Et puis au-delà de ça, euh, grâce aux réseaux sociaux, tu sais, t'es connecté avec pas mal de monde, donc j'ai des gens vraiment que j'estime dans le domaine qui écrivent des articles scientifiques. Donc dès que tu as un article scientifique, un truc bien fait, tu vois, qui sort, bah tout de suite, tu vois, j'essaie de prendre le temps, de me poser, de le lire. Euh, donc ça m'intéresse, tu vois. Quand on a commencé à travailler avec les GPS, bon bah voilà, j'étais à fond sur les GPS. Tu lis les articles scientifiques, j'appelle mes potes qui sont dans le foot, qui sont avec les GPS, je me déplace au Loup Rugby parce qu'ils bossent avec les GPS depuis de longues années pour voir comment ils travaillent, leur expérience, pour qu'ils le partagent avec moi, pour me donner des idées, tu vois. t'as de la veille, t'es en veille technologique en fait, concrètement. Tu Complètement. regardes ce qui sort, ce qui Ouais, se passe. ouais, exactement. Et Tout à fait. les étés sont beaucoup plus tranquilles pour toi par rapport à ça, parce que, enfin, t'as pas Bah, la problématique de match tous les jours, donc généralement, bah, d'un point de vue personnel, j'ai le mois de juillet off, tu vois, ouais, qui est juste une mise en relation avec les nouveaux joueurs. Donc voilà, et parfois tu as ouais, des joueurs qui te demandent des choses, qui te demandent des programmes, donc ça tu t'y attends pas, donc tu es obligé de faire des programmes en vacances, mais bon voilà. Euh, sinon, c'est la continuité, si tu veux, de garder le contact avec les joueurs que tu as sous contrat pour voir ouais. s'ils suivent un peu le protocole mis en place, si tout se passe bien, etc. Voilà, ça c'est plutôt l'été, mais sinon le reste, j'avoue que je décroche un peu du reste, ouais, je me repose. Et puis après, début août, tu rattaques, tu as la pré-saison où tu as beaucoup plus le temps de travailler. Parce que c'était ma question cachée en fait, c'est est-ce que t'arrives à décrocher un petit peu, ou c'est difficile? Non, non, Tu arrives? franchement, non. Non. Non, franchement, tu vois,
Il y a 2 nuits, je me suis réveillé et je ne pensais qu'à mon cartilage de genou là, tu vois? Ouais, En tête et je me dis: «Putain, mais demain comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire dans les 3, 4 jours, 5, 6 jours? Quel protocole je peux mettre?» Je réfléchissais à des exercices, tout. Voilà, après tu te rendors et le matin, bah là, j'avais trouvé, tu vois? J'avais mon idée. Donc j'étais parti sur mon truc. Mais non, non, je sais t'arrêtes que pas. je pense beaucoup au travail, c'est tout le temps en tête, c'est quelque chose qui me maintient tout le temps. Ce qui est dur, c'est que dans le monde du basket, c'est que c'est une vie à temps plein. Et c'est pas Ouais, juste tu vas au travail, c'est que il y a tout ce qu'il y a autour. Et il y a ouais, tellement d'enjeux derrière. Et quand t'es un passionné de ce que tu fais en plus, c'est difficile de décrocher. Euh, complètement. Voilà, complètement, complètement. c'est. Mais Il y a pas, mais mais y a pas c'est oui, c'est l'inconvénient. Après, franchement, moi, je me plains pas parce que c'est putain, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Donc, tu te lèves le matin, t'es passionné. Des fois, oui, t'es fatigué. Des fois, t'es stressé. Des fois, tu dors mal. Mais bon, quand même, quoi. c'est C'est beau. des belles problématiques. On est payé pour faire des entraînements, tu vois, pour entraîner, tu vois, avec la notion humaine qu'il y a. Bah, enfin, moi, je trouve mon métier hyper passionnant, excitant, et tu vois. Effectivement, il Ouais. peut être usant à des moments, il peut être difficile à des moments, mais bon, c'est top, quoi. Ouais. Mais parce que bon, je le dis parce que je l'ai vécu moi dans ma famille de J'ai assez compris. proche. Voilà, Ouais, je continue de le vivre un petit peu d'une certaine façon. Je sais à quel point ça bouffe de l'énergie et je le comprends encore plus maintenant quand je suis dans ma situation à moi, même si c'est pas sur les mêmes domaines où je sens ces trucs-là qui te bouffent. Et c'est une vraie réflexion en cours à moi de comment t'arrives à te déconnecter, tu vois, parfois à trouver des petites choses qui te permettent dans ta vie de famille, mais même dans ta vie personnelle, de trouver des activités autour qui te permettent de décrocher parfois un petit ouais. peu quand ça te ronge, quoi. Moi, tu vois, j'ai le truc, c'est la marche. Ça fait un Ouais. peu vieux, hein, c'est comme si j'avais 60 balais ou 70, je fais rien. Mais j'adore marcher, donc je pars et je marche longtemps, tu vois. Donc je le fais beaucoup dans les villes étrangères quand on voyage, tu vois. Ouais. Mais je le fais aussi beaucoup à Lyon. Et c'est vrai que je sors, je marche longtemps et j'avoue que je regarde autour de moi et c'est vrai que ça me permet souvent de décrocher, tu vois. Peu importe dans quel environnement, même si c'est dans la ville, t'arrives à décrocher. Ah ouais, clairement. Ouais. Ouais. Parce que Ouais, moi, je je suis trouve un ça vieux aussi sympa. Tu vois des gens qui sont cafés, puis tu te dis, ah, quelle vie ils ont, machin. Enfin, je sais pas, tu penses à autre chose, et puis t'oublies que t'as la problématique demain qui revient. Non, non. Hmm. Ouais, moi, dans ma vie de prépa que j'ai fait, je sais que c'est ce qui m'a permis aussi de survivre avec une bonne santé mentale, c'est d'être capable de faire d'autres choses, en fait, de déconnecter. Mais Ah, c'est parfois pas c'est facile. une compétence à acquérir, clairement. Ouais. 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 Et ça me fait faire une transition sur... Une fois, je t'ai entendu dire que le sport de haut niveau, c'était mauvais pour la santé. Ah ouais, clairement. Donc, Clairement. j'imagine que quand tu l'as dit, tu pensais aux joueurs, mais est-ce que tout l'entourage autour, Ouais, c'est une phrase que tu ouais. appliquerais aussi? Ouais. Ouais, je pense que pour les joueurs, c'est déjà physiquement extrêmement déséquilibrant. Enfin, tu vas quand même chercher loin, quoi. Enfin, les mecs, Ouais. quand tu fais une vraie carrière professionnelle, tu sors pas indemne, quoi. Tu as quand même beaucoup de problématiques, il y a de la souffrance. Bon, voilà, c'est vraiment ton corps est engagé. C'est violent, quoi, hein, tu vois. Ouais. Après, je pense aussi sur l'aspect mental, tu vois, tu vois le nombre de sportifs de haut niveau qui finissent leur carrière et qui sont en difficulté mentale parce que tu passes de quelque chose où c'est très égocentrique, la lumière est sur toi, à un truc où tu n'existes plus en fait, entre guillemets, tu es quelqu'un de la vie normale, tu vois. Donc ça, je pense que c'est dur à appréhender, donc c'est quelque chose qui peut être difficile sur l'après-carrière. Et après, oui, dans les staffs, tu vois, franchement, je vois des fois, je suis très observateur, je vois même dans le foot ou d'autres, le rugby, le basket, tu vois des mecs en pré-saison, ils te font une conférence de presse, ils sont bien, tu vois. Il n'y a pas que le teint allé, tu vois, mais ils sont reposés. Tu les prends un an et demi après avoir bouffé un an et demi de galère, de pression, d'articles de journaux, avec des cernes jusque-là, ils ont des cheveux blancs là, ils sont dégarnis là, et ils sont licenciés, tu vois. Et ça arrive beaucoup parce Hmm. que tu sais que les mecs, ils ont été impactés par le stress, la fatigue et tout ce qui se passe autour. Et évidemment, c'est pas bon pour la santé, quoi. C'est une évidence. Et tu vois, j'ai lu un article récemment, là, c'est Lorena Torres là, qui me l'avait fait passer. Ils ont fait un truc en NBA où ils ont dit, en gros,
La récupération pour les joueurs, ok, mais il faut aussi penser à faire récupérer le staff parce qu'un staff doit aussi être en bonne santé mentale, énergétique, parce qu'il y a des choses à transmettre pour les joueurs et que plus le staff sera bien physiquement, mentalement, mieux ça sera dans l'accompagnement des joueurs, tu vois. Ouais. Et je pense aussi que c'est quelque chose des fois qu'on oublie, c'est que le staff autour doit savoir à un moment donné prendre soin de lui euh, physiquement et mentalement, je pense, Il y pour a être plus beaucoup de stress, performant. hein. Hein? Il y a Ouais. beaucoup de stress, c'est super difficile de le Bah maintenir. Est-ce que ça fait partie de tes trucs, toi, un peu aussi? Tu travailles avec les autres, les autres membres du staff sur ce genre de sujet ou pas du tout? ouais, bien sûr. On fait beaucoup de sport, par exemple, dans le staff actuellement à l'ASVEL, tu vois. On fait beaucoup de Ouais. sport ensemble. En déplacement, il y a la petite routine du footing du matin de match, tu vois, avant le shooting. On va courir ensemble, on va jogger, tu vois. Donc, on se pousse quand même à rester, on va dire, en forme physique, parce que je pense que déjà, si physiquement tu te sens bien, déjà la tête, elle va suivre, tu vois. Ouais. Après, le stress, chacun le prend et le gère à sa manière, et aussi à son niveau, à son échelle de responsabilité. Parce qu'évidemment que le coach en première ligne prend tout dans la tronche sur le stress, les responsabilités et tout. Donc c'est lui qui est le premier, le plus impacté. Et après, à différents niveaux et en fonction des événements, chaque autre membre du staff, tu vois. Ouais, mais après, le stress, quand il est dans ton staff, tu peux aussi le transmettre même indirectement aux joueurs. Et ce Oui, stress transmis, bah, ça génère aussi des blessures, des trucs que exactement. t'as pas dans des équipes qui sont équilibrées. Enfin, équilibrées. Tout à fait. Où il y a moins de stress. Ouais, t'as raison. Là. Et là, c'est pour ça que normalement, dans les staffs, tu es censé avoir des directeurs sportifs ou des managers qui sont censés quand même appréhender ces choses-là. Et peut-être les anticiper ou désamorcer des choses, tu vois. Il y a des rôles aujourd'hui qui sont créés dans les clubs et je pense que normalement c'est fait pour ça. Alors ils font pas forcément tout le temps ce travail-là, mais je pense que ces gens-là devraient avoir cette responsabilité, cette sensibilité, cette compétence pour aider les gens qui sont sur le terrain, le nez dans le guidon toute la journée, tu vois. Ouais. C'est quoi la partie de ton travail que tu préfères, du coup? C'est une bonne question. Parce qu'on a parlé de plein de choses que tu fais. Dans quoi Euh, tu t'épanouis le plus? Franchement, c'est la séance d'entraînement en elle-même. Ouais, C'est le la cœur. séance de muscu où t'es confortable, tu vois, où t'as le temps, où t'es pas stressé, où tu te dis pas putain j'ai juste 25-30 minutes, faut que je sois efficace, où t'as 45 minutes avec un joueur et que t'as eu le temps de la préparer, parce que des fois c'est pareil, t'es dans la réaction, tu n'as pas le temps de préparer, mais quand t'es confortable, t'as le temps et que avec un joueur individuellement, tu peux avancer et aller dans des objectifs communs, tu vois, ça c'est vraiment intéressant. Voilà, tu vois, parce qu'après il y a d'autres trucs qui sont sympas, mais au final, tu vois, la préparation du match, tu fais pas grand-chose, tu vois, t'es dans Ouais. la mise en confort du joueur, appliquer ses petites routines, le mettre bien, veiller à ce qu'il ait confiance en lui. Enfin, toi, t'es dans des trucs comme ça, mais c'est pas hyper enthousiasmant dans le truc, même si tu vis le match, tu vois, mais c'est pas le plus intéressant. Mais la séance en elle-même, elle est intéressante. Ouais. C'est le cœur de ton métier au final. Ouais. Et après, tu peux dire aussi, de temps en temps, travailler avec un joueur blessé, tu vois. Parce que là, tu te sens vraiment utile. Parce que tu vois un mec qui se retrouve seul, écarté du groupe, qui a par exemple un projet de revenir sur 15 jours, 3 semaines, qui est en difficulté mentale, qui est en difficulté physique. Tu sens que le mec en plus il se rattache à toi, il a besoin de toi et du coup tu noues un lien et un vrai projet et puis voilà, tu fais tout pour le remettre bien et espérer qu'il performe assez vite, tu vois, quand il rentre, tu vois. Et là c'est vrai que c'est intéressant parce que t'as de l'humain aussi, t'as beaucoup d'humain. Ah, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que comme vous avez beaucoup de matchs, tu pars Ouais, 15 jours ou 3 semaines, tu rates tellement de choses dans le groupe, t'es pas Mm. intégré, t'es un peu tout seul. Exactement. C'est le kiné, le préparateur physique, c'est un peu tes Ouais. meilleurs amis souvent. Et c'est vrai que quand tu regardes un match, tu regardes sur un banc de touche, par exemple, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience que bon, le kiné, le préparateur, ils sont au bout du banc. Et souvent, il y a les joueurs autour qui discutent, qui sourient, qui rigolent, mais parce que tu crées un lien de confiance aussi que tu peux pas forcément avoir avec un entraîneur, je Nous, on, pense. nous, on sait des choses. Alors, le kiné, je pense qu'il sait beaucoup de choses sur l'aspect très privé du joueur. Tu Ouais, vois,
toujours sur la table de massage, il se passe beaucoup de choses au niveau de la communication, donc je pense qu'il sait beaucoup de choses. Nous, en salle de muscu, tu peux entendre les frustrations, tu peux entendre des critiques sur le coach, le système, le machin, des inquiétudes personnelles. Et t'as des mecs, tu vois les mecs quand ils sont en difficulté, il y a des mecs qui se réfugient dans le travail. Donc quand tu vois un mec débarquer après entraînement dans la salle de muscu avec ses écouteurs et se mettre sur un tapis roulant, tu te dis oui, il y a un problème, tu vois. Ouais. Qui va se mettre après entraînement collectif sur un tapis roulant? Personne. Donc quand le gars fait ça, tu vois, ça arrive la semaine dernière, tu te dis là, il y a un problème. Donc tu vois, tu peux juste éteindre le tapis roulant, enlever les écouteurs du gars, lui dire vas-y, assis-toi, on va discuter, tu vois. Donc, Ouais. euh, donc t'as ça. Et après, c'est là que j'ai appris aussi avec l'expérience, c'est ce genre de choses. Il y a des choses qu'il faut garder pour soi, c'est-à-dire qu'il faut pas tout dire au coach. Ouais. Ça fait partie aussi des compétences de sélectionner les infos que tu dois donner au coach. Parce que tu dois donner les infos au coach pour l'aider, parce que tu es là pour l'aider. Mais il y a des trucs que tu dois garder pour, pas forcément trahir le joueur, et pas non plus que le coach, au bout d'un moment, si le coach, je sais, il apprend des trucs, il peut vite monter dans les tours, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas le but. Calme. Donc, il y a des choses que Ouais. tu apprends toi-même et que tu gardes pour toi avec le joueur. Pour prôner l'apaisement dans le groupe et faciliter C'est un peu les relations. La zen attitude. Ah ouais, mais c'est pas facile. C'est un rôle super difficile de filtrer, de savoir qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, qu'est-ce que le coach il a besoin de savoir, qu'est-ce ouais, que ça le coach il a... s'apprend pas, ça se vit. Moi, j'ai fait des conneries quand j'étais jeune. Euh, Comme tout le monde, hein. et qui m'ont coûté pas cher, mais qui m'ont coûté quand même des problèmes relationnels pendant un mois, tu vois, quand tu sais de sources sûres que certains joueurs ont des activités nocturnes plutôt intenses, on va dire, que personne trop est au courant, que le coach de l'autre côté se plaint de leur fatigue et de leur manque d'entraînabilité le matin, toi tu as ça pour toi, bah avec du recul, j'aurais dû à ce moment-là, c'était il y a longtemps, hein, j'aurais dû ne pas en parler au coach et parler directement beaucoup plus avec les joueurs en leur expliquant la problématique et les conséquences que ça pouvait avoir parce qu'au bout d'un moment, je ne pourrais plus cacher les choses et voilà, pour voir s'il y avait une modification. Là, voilà, j'en ai parlé à l'entraîneur, je lui ai dit, bah voilà, on a cette problématique-là, moi je sais que cela. Et l'entraîneur, il a été frontal, direct avec le joueur, et autant te dire que derrière le joueur, pour moi, le récupérer, C'était compliqué. voilà, c'est compliqué, tu vois. Mais Ouais. t'es entre les deux parce que dans ce moment-là, ok, t'as pas envie de faire chier le joueur, mais toi, ton travail aussi empathie. Parce que si t'as pas de résultat ou si t'as des joueurs fatigués, bah, c'est toi qui empathie en premier. Donc, t'es entre deux. Mais avec l'expérience, j'ai appris à faire autrement, tu vois. Voilà. T'apprends. Tu prends et puis t'apprends. Tu t'améliores tous les jours un petit peu. On essaye en tout cas. Bon. Exactement. C'est plus fort qu'hier et moins fort que demain. La devise. Mm. Ouais, c'est très belle devise. Je vais la noter, je vais l'accrocher sur mon toit, sur mon plafond en me réveillant tous les jours. Je vais pouvoir regarder ça. Bah, pour terminer un peu, parce que je sais que tu as entraînement après et je veux pas trop te prendre de temps. C'est une des choses, tu as parlé de résultats que vous avez, etc. et de choses que tu t'aurais fait différemment dans d'autres situations. Est-ce qu'il y a des choses en particulier desquelles tu es fier de ce que tu as fait et dans ce genre de fierté importante, j'imagine que c'est pas forcément les résultats collectifs obtenus, même si ça doit jouer un rôle, mais plutôt des choses que tu as accomplies avec des joueurs, que ce soit des confiances ou de l'habilitation ou de ramener des joueurs. Est-ce que tu as un exemple en particulier où tu te dis ça c'est vraiment le truc dont je suis fier de ce que j'ai fait? Euh, J'en ai quand il y a des succès, tu vois, quand il y a des succès collectifs sur des titres et surtout en basket, tu vois, avec les formules de playoff que tu as, tu sais que la composante de régularité dans le travail, de récupération, de sérieux, elle est essentielle. Si tu l'as pas, franchement, tu jettes une pièce en l'air et tu peux pas l'avoir. Donc, en gros, moi, je m'attribue comme responsabilité d'être quelqu'un qui est aussi responsable de transmettre entre guillemets des valeurs de travail, de prendre soin de soi, etc. Donc, quand tu as un accomplissement, que tu vois les joueurs qui d'eux-mêmes en autonomie, parce qu'ils sont convaincus du truc, font les choses, font les efforts, font tout ce qu'il faut pour perdurer dans la performance et arriver à gagner ce titre, tu vois, là, t'es content, t'es fier des joueurs parce que c'est les joueurs qui ont la clé. Mais t'es content parce que des fois tu te dis bah ton message est passé ou il y a des choses qui ont été positives. Donc il y a ce genre de choses là. Et puis il y a les projets individuels. Voilà, il y a un projet qui va te parler puisque le projet Amine Noah c'est le premier en fait
Tu vois, quand je signe à Lasvel, ton père me dit, écoute, donc il y a l'équipe pro, mais il me dit chez les jeunes, c'est Amine Noah. C'est ton prospect, voilà, il est au championnat du monde du 17 à l'époque, il était au championnat du monde du 17. C'est avec lui qu'il faut que tu travailles, il faut que tu le développes. Le physique, c'est son point faible. Il se blessait tout le temps, je me rappelle, c'était Il infernal. bossait tout le temps, et puis bon, voilà, il avait quand même un surplus de masse graisseuse, donc c'est pas un athlète, tu vois. Ouais. Euh, et quand Amine arrive, bah, je me heurte à un garçon qui est adorable, mais qui est pas éduqué sur le travail, qui est pas en vie, qui est franchement qui était quand même un peu feignant, tu vois. Et il y a ce combat avec lui qui commence. Euh, Cet affrontement quotidien, parce que c'est un affrontement quotidien, il m'en a fait des incroyables, hein, des retards en plan, des trucs avec des excuses, des accidents de tramway. Amine, s'il écoute, il sait, hein, c'est incroyable ce qu'il m'a fait. Mais au fur et à mesure, quand tu vois aujourd'hui bon, déjà, il a réussi sa carrière professionnelle et qu'il est aujourd'hui très très autonome et qu'il a toujours une démarche de travailler physiquement, de prendre soin de lui, de faire attention à tout, etc. Il a amélioré sa nutrition, il est devenu très bon sur la nutrition. Bah, tu te dis que d'une certaine manière, tu l'as aidé dans cet accompagnement et que ça a porté ses fruits, tu vois. Donc il y a ça. Et puis après, bon, j'ai une relation particulière avec Théo Malédon, qui a été aussi un autre Ouais. projet et qui est un garçon assez incroyable dans la manière de travailler, tu vois, qui m'a poussé dans mes retranchements parce que c'est quelqu'un qui demande beaucoup sur le travail et qui a des objectifs extrêmement élevés, qui n'abandonne jamais. Ce gamin-là, enfin maintenant c'est un homme, hein, donc faut pas que je dise ce gamin-là, mais ce Tu l'as joueur-là, connu jeune, c'est pour ça. ouais, il est quand même exceptionnel à ce niveau-là. Et du coup, voilà, c'est des choses on restera, tu vois, toujours en contact. Tu vois, cet été, on a échangé. Il me demandait des choses encore. Il tourne un programme de développement avec sa franchise en NBA. Il m'envoyait ce qu'il faisait, tu vois. Bah voilà, ça, c'est des trucs où je suis content parce que il y a quand même un lien de confiance qui s'est créé de lui à moi, de moi à lui. Et c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis après, il y a des choses un petit peu plus humaines. On a récupéré des gamins, des joueurs en centre de formation qui font pas des carrières pro extraordinaires, mais qui aujourd'hui s'en sortent, et qui viennent peut-être de pays d'Afrique, etc. Tu vois, j'en ai encore vu un il y a 3 jours qui, quand il est arrivé, c'était compliqué, hein, sans papier, etc. Et puis il était rentré au centre de formation, on a cherché à le développer, et qui, à travers le basket, a réussi aujourd'hui à avoir un cadre de vie correct. Donc quand il vient me voir il y a 3 jours après un match, ah Manu et tout, qui me dit voilà, maintenant j'ai un CDI, le club de basket m'a trouvé ça, je travaille, je fais le basket. Bah franchement, t'es heureux, et puis tu te dis que tu as participé à faire évoluer ce gamin-là, à lui a donné une chance dans quelque chose, tu vois. Donc voilà, tu retiens ce genre de choses. Bah, c'est une très belle réponse. C'est une très très belle réponse et ça fait sourire que tu parles d'Amine parce que bon, moi je le connais forcément personnellement et c'est fou la transformation, vraiment. Donc je comprends. Et par rapport à Théo, c'est un truc qui t'intéresserait à terme, tu vois, de faire un suivi avec des joueurs comme ça, même quand ils partent, et de les accompagner Ouais, peut-être. ailleurs? Ouais. Ouais, peut-être. Ouais, je pense que c'est un métier encore différent. C'est une approche vraiment particulière. Donc, ouais, ça serait des choses intéressantes. Parce qu'il y a, enfin, peut-être une voie de développement de l'activité de Manu qui fait déjà pas assez de choses comme ça. Voilà, pour l'instant, on est déjà sur un projet Asvel, équipe de France, et Ouais. avec des objectifs élevés. Donc déjà, on est là-dedans concentré. Et après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait de toute façon. Donc, mais Ouais. c'est des pistes intéressantes. Les objectifs collectifs, les objectifs personnels, t'en as encore? Ouais, tu sais, t'as tout le temps envie de gagner en fait. Maintenant, je sais pas si c'est à force de toujours lire la phrase de Tony sur le mur ou d'avoir cette mentalité américaine que je connaissais pas avant de le rencontrer, mais Ouais. ou le fait d'avoir déjà gagné, de vouloir continuer de vivre ça. Mais t'as envie, donc t'as envie de faire perdurer l'Asvel au très haut niveau et d'être toujours l'équipe qui marche sur la France, de gagner des titres tout le temps, tu vois. Donc t'as cette envie de travail pour réussir. Et puis aujourd'hui, avec l'équipe de France, c'est des objectifs personnels déjà de performer parce que c'est nouveau pour moi, donc il faut que je fasse mes preuves et que le staff en place soit content de moi, que ça se passe bien. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis après, évidemment, c'est de réussir des grandes choses sur les compétitions internationales, tu vois. Ça serait quelque chose de top.
Ouais, bah, vivre des expériences, les Jeux olympiques, les championnats du monde, c'est Ouais, les vivre et puis performer, tu vois, avec des médailles ou plus, tu vois, mais voilà, quand tu les vois aux Jeux Olympiques, etc., quand tu vois la dynamique de groupe qu'ils ont, quand tu vois leur match, putain, ça fait envie, quoi. Tu te dis, putain, t'as envie de participer à ça et d'aider aussi à ça et de vivre ça, quoi. ouais. Ouais, je comprends. Ça fait les étés chargés, du coup, Ouais, mais ouais. Mais voilà, je suis et prêt. prêt et je fais ce qu'il faut physiquement et mentalement pour que ça tienne. Donc, voilà. La marche, beaucoup, beaucoup de marche. Beaucoup, mais pas Ouais, que. mais je comprends. Moi, je comprends, enfin, et ça fait sourire que tu le dises, parce que moi, je sais que c'est dans ces moments-là aussi, quand... moi, c'est la marche en montagne. Je marche aussi Ouais. dans la ville, mais la marche en montagne où j'arrive vraiment à déconnecter et à déclencher des trucs. Euh, faire des connexions neuronales qui étaient pas très loin, mais où, tu vois, tu tiltes sur des choses. Il y a un mec qui a écrit un article scientifique sur le sujet, là. Je l'ai lu il y a 5 6 mois. Je suis tombé dessus par hasard et le mec disait que sur la marche, c'est le moment où on était le plus connecté avec son cerveau, le meilleur moyen de réfléchir, etc. Tu vois. Ouais. Donc, peut-être que même scientifiquement, c'est prouvé. Donc c'est pas tant un truc de vieux que ça, au final. Peut-être. Bah, moi, je t'ai posé toutes mes questions, tout ce que j'avais envie de parler avec toi. Alors, je pourrais parler de plein de choses, mais j'ai pas non plus envie de t'embêter trop longtemps. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qu'on n'a pas abordé et que tu aimerais, dont tu aimerais parler sur la préparation physique, qui est quand même assez méconnu du grand public, j'ai envie de dire. Bah, juste se méfier des courants actuels, je pense, ça serait le message. C'est le message que j'essaie de donner aux jeunes qui sortent enfin, qui sont en université, que j'accueille en stage ou avec qui j'ai des échanges, des interviews ou qui me rencontrent. Aujourd'hui, la prépa physique est devenu un business, ça on peut le comprendre, mais il y a évidemment tous les travers du business avec des méthodes clés, avec des courants de pensée uniques, avec même des choses, comment dire, du matériel unique. Et ça, je trouve que c'est dangereux. Voilà, je trouve que le message à donner, c'est sur l'aspect préparation physique, c'est que il n'y a pas un moyen, il n'y a pas un chemin. Il existe plusieurs choses, donc je pense qu'il faut déjà se la construire et que la globalité est plus importante que le détail. Et quand on a déjà la globalité, après on peaufine le détail, une méthode particulière pour un joueur particulier, un outil particulier pour une problématique particulière, mais ne pas commencer par l'outil en lui-même ou la méthode en lui-même et construire à partir de ça. C'est plutôt construire le plan global, quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, voilà, c'est du business, chacun vend sa formation, sa méthode, son outil, puis avec les réseaux sociaux, c'est décuplé. En plus, on peut derrière mettre, on a un copain qui est sportif de haut niveau, bah, on le tag dessus, donc on se dit, ah putain, lui, il fait ça, c'est incroyable. Bon, voilà, c'est se méfier de ce genre de choses. On a la même chose dans l'entraînement et on a la même chose dans plein de choses, hein. C'est Voilà. l'hyper C'est j'ai possible, mais il faut spécifique. juste se méfier. C'est Ouais. normal que ça existe, vu le contexte actuel, vu les moyens qu'on a au niveau internet, etc., et vu l'économie du sport, ce que ça peut rapporter. Mais voilà, c'est dangereux, c'est juste en être conscient et pas tomber dans le panneau, quoi. Mais je pense que ça, c'est un problème général. Je me rappelle plus qui c'est qui avait écrit cette phrase et qui disait que tu mets deux mecs sur une émission de télé et qu'il y en a un qui crie et qui dit qu'il est sûr de ça, etc. Et qu'il y en a un autre, quand on lui pose une question, qui a pas l'air sûr de lui, qui dit oui, vous savez, il y a ça aussi à prendre en compte, il y a cet élément-là, il y a cet élément-là. Bah, l'ensemble, enfin la majorité du public aura tendance à faire confiance au premier parce qu'il est sûr de lui. Exactement. Ouais, Alors qu'au contraire, celui à qui il faut faire confiance, c'est celui qui se pose des questions sur son propre raisonnement complètement. et, et qui Ouais, essaie je suis de chercher de d'accord. l'analyse partout. Ouais. Bah, c'est celle-là que je vais mettre sur mon mur, tu vois. Toi, tu Ouais, bah, c'est vois. gentil. Mhm. C'est gentil, mais c'est pas de moi, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas grave. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais je pense que c'est super important dans tout, vraiment. Et j'ai une approche assez moi holistique de tout. Voilà, il faut prendre tout en compte. Et c'est pour ça que je trouve ton parcours super intéressant et ton intérêt à plein de sujets. Et maintenant, on est plutôt dans la culture voilà, de l'instant, je vais voir une vidéo sur Instagram d'un joueur de basket, il fait tel drill, donc je vais répéter tel drill sans comprendre pourquoi il le fait, comment il le fait, euh, Mhm. et de chercher dans la globalité. C'est pour ça que mais c'est aussi, ça fait peur
aussi de chercher, tu vois, il y a tellement de sujets différents, de plein d'endroits différents, que de se renseigner sur tout, tu te rends compte que tu connais rien, et c'est flippant parfois de te dire mais Et à par où partir du moment commence, je vais jamais. où tu l'acceptes, tu le sais, bah, je pense que tu peux avancer. Si tu te voiles un peu la face, tu penses que tu avances, mais je pense qu'en fait tu recules. Mais quand tu acceptes le fait qu'il y a d'innombrables champs, qu'il faut un peu maîtriser tout, qu'il faut avoir un raisonnement global, je pense que là tu peux avancer. Et au fur et à mesure, tu rétrécis le truc. Bon, bah merci beaucoup pour Bah le temps merci, que tu m'as accordé. c'était cool. Et j'espère que tu as passé une bonne heure et quart Très bon de moment. podcast. La Et prochaine puis fois, ça bah sera au écoute, format 4 sans caméra.